Mon beau-frère a donné un coup de pied à ma sœur enceinte devant toute sa famille. Elle s'est effondrée inconsciente. J'ai renoncé à un contrat de 36 millions de dollars pour la sauver. Ce qui s'est passé ensuite me hante encore. Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 30 ans. Et la vérité, c'est que j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à être la plus forte, celle qui arrange les choses, celle qui est présente même quand personne d'autre ne l'est. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à l'appel téléphonique que j'ai reçu cet après-midi-là. L'appel qui a tout fait voler en éclats. Ma sœur cadette. Olivia, 28 ans, a toujours été la plus douce de nous deux. Adorable d'une gentillesse excessive et d'un pardon désespérant. Elle a épousé Jason, un homme dont toute notre famille se méfiait depuis le premier jour. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Trop contrôlant, trop habile avec les mots et ses sourires, n'atteignait jamais ses yeux. Mais Olivia était amoureuse. Ou du moins, elle pensait l'être. Ils étaient mariés depuis 2 ans, et Olivia était enceinte de 8 mois à quelques jours seulement de son terme. Elle avait cette douce lueur, comme si elle était enfin en paix. Sauf que je savais que quelque chose n'allait pas. Chaque fois que nous parlions, sa voix avait une certaine tension. Elle disait que tout allait bien, mais son ton hésitait ou elle changeait brusquement de sujet. Il y a eu des ecchymoses une fois juste au-dessus de son poignet. Elle a dit qu'elle s'était cognée contre une étagère. Jason l'avait isolée progressivement. Elle a déménagé à l'autre bout de l'État pour se rapprocher de sa famille. Elle a abandonné des amis, manqué des anniversaires, cessé de participer aux appels familiaux. Même quand j'essayais de lui rendre visite, elle trouvait des excuses. Ce n'est que récemment qu'elle avait recommencé à s'ouvrir, m'envoyant des photos de la chambre du bébé et me posant des questions sur les prénoms. Elle n'a jamais parlé ouvertement de violence, mais elle n'en avait pas besoin. Je savais. Cette semaine-là, j'étais à New York pour négocier un énorme contrat, 36 millions de dollars, une acquisition conjointe pour un client avec qui je travaillais depuis plus d'1 an. Je suis stratège principal et partenaire d'investissement. Ce genre de contrat ne tombe pas du ciel. C'était le type de projet qui pouvait élever toute ma firme. La réunion était prévue pour 15 heures. J'étais dans la salle de conférence, en train de relire la version finale de notre présentation, quand mon téléphone a vibré. C'était la belle-mère d'Olivia. Nous nous étions à peine parlé auparavant. J'ai ignoré pensant que c'était une erreur. Puis, il a sonné à nouveau. Cette fois, c'était une infirmière. Elle appelait depuis le téléphone d'Olivia. Je suis sorti pour répondre agacé. Mais ce que j'ai entendu m'a coupé le souffle. Votre sœur est aux urgences. Elle est arrivée inconsciente. Traumatisme contondant à l'abdomen. Nous nous préparons pour une césarienne d'urgence maintenant. Je me suis figé. Comment que s'est-il passé? Il y a eu une hésitation au bout du fil. Puis l'infirmière a dit doucement. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un lui a donné un coup de pied. Fort. Des témoins disent que c'était son mari, devant sa famille. J'ai senti la pièce tourner. Tout autour de moi a disparu. Le contrat, la réunion, l'avenir pour lequel j'avais travaillé si dur. Rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'ai pas dit un mot à qui que ce soit au bureau. Je suis sorti directement du bâtiment, j'ai laissé mon ordinateur portable sur la table et j'ai appelé une voiture pour l'aéroport. En chemin, j'ai réservé le premier vol pour Charlotte, où vivait Olivia. Assise dans la voiture, le poids de tout cela m'a frappé. Je me sentais trembler. Ce n'était pas juste une autre dispute. Jason lui avait donné un coup de pied alors qu'elle était enceinte de 8 mois et pas en privé devant toute sa famille. Quelle sorte de monstres sont restés là à regarder sans rien faire? Le vol a été un brouillard. Je n'arrêtais pas d'imaginer Olivia sur un lit d'hôpital pâle et inconsciente,
la petite vie de son bébé ne tenant qu'à un fil. Je ne savais pas si je rentrais pour lui tenir la main ou pour lui dire adieu. Quand j'ai finalement atterri et que je me suis précipité à l'hôpital, j'ai été accueilli par une infirmière qui semblait elle-même retenir ses larmes. « Elle est stable maintenant », a-t-elle dit. Mais nous avons dû pratiquer une césarienne d'urgence. Le bébé est en unité de soins intensifs néonatales. Elle n'a pas encore repris connaissance. Je ne me souviens même pas comment je suis arrivé dans sa chambre. Je suis entré et j'ai vu ma petite sœur allongée là, couverte d'ecchymoses pâles, branchée à des machines. Son ventre qui n'était plus arrondi était juste recousu et creusé. Elle avait l'air si petite, si fragile, si brisée. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai pris sa main et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré comme une enfant. Je suis resté avec elle toute la nuit. Vers 3 heures du matin, j'ai vu la famille de Jason dans le couloir, sa mère, son frère, son oncle discutant comme s'ils attendaient un café. Je me suis levé, je suis sorti en trombe et j'ai exigé des réponses. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? La mère de Jason m'a regardé comme si je surréagissais. C'était juste une dispute de famille. Olivia est devenue hystérique. Jason l'a à peine touchée. Elle est excessive. Elle l'a toujours été. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'avais envie de hurler. À la place, j'ai demandé « Où est-il » Elle a haussé les épaules. « Avec un avocat. » La police posait des questions, mais nous leur avons dit que ce n'était pas si grave. Ce n'était pas si grave. Ma sœur a failli être tuée. Son bébé a failli ne pas survivre. Et tout ce qui les intéressait, c'était de couvrir leur petit protégé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. « Alors dites-moi exactement ce que vous avez vu, » ai-je dit. Commencez au moment où Jason a levé le pied. Son visage a changé instantanément. Elle savait. Ils savaient tous. J'ai envoyé la vidéo directement à l'équipe juridique de l'hôpital et leur ai demandé de conserver tous les dossiers médicaux. J'ai appelé une amie avocate, l'une des meilleures en matière de poursuite pour violences domestiques, et je l'ai mise en alerte. Je voulais que tout soit documenté, classé et suivi des faits. Olivia ne s'est réveillée que le lendemain. Quand elle l'a fait, ses premiers mots ont été « Est-ce que le bébé va bien ?» Je me suis effondré. « Oui », ai-je murmuré. Elle est toute petite, mais elle est forte, tout comme sa maman. Olivia a détourné le regard, et je l'ai vue. La honte, la douleur, la culpabilité silencieuse que les victimes portent quand elles pensent être responsables de la violence de quelqu'un d'autre. « Tu n'as plus à le protéger, » ai-je dit doucement. « Plus maintenant. » Pas après ça. Elle n'a pas répondu. Mais des larmes ont coulé sur ses joues. Et c'est là que j'ai su que cela durait depuis bien plus longtemps que nous ne le pensions, et que je n'allais pas le laisser, ni lui, ni sa famille, s'en tirer comme ça. Olivia est restée silencieuse pendant longtemps après son réveil. Elle ne parlait pas beaucoup, ne lâchait pas ma main, et ne laissait personne d'autre entrer dans la pièce. Elle refusait même de regarder ses beaux-parents quand ils rôdaient près de la porte. Je ne l'ai pas pressée de donner des détails, pas encore. Son corps avait subi un traumatisme, et son cœur encore plus. Mais 2 jours plus tard, je suis entré dans sa chambre pour la trouver fixant le plafond, les yeux grands ouverts. Elle avait l'air épuisée mais lucide. Elle a dit doucement « J'ai menti pour lui pendant si longtemps. Il me disait que si jamais je disais quelque chose, je finirais seul, que personne ne me croirait, qu'il prendrait le bébé. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler. Il a commencé à me frapper au bout de 6 mois, toujours là où ça ne se verrait pas. Sa mère me disait que je devais être plus obéissante, plus solidaire, plus patiente. Il disait que la grossesse me rendait hormonale, que j'exagérais. Elle a pris une inspiration tremblante. Ce jour-là, il me criait dessus devant tout le monde.
Il a dit que je l'avais embarrassé en demandant si nous pouvions quitter la fête plus tôt. Sa mère a levé les yeux au ciel en disant que j'avais toujours besoin d'attention. Et puis il a juste craqué. Il m'a donné un coup de pied. Fort. Son oncle a ri. Son frère a détourné le regard. J'étais abasourdi, écœuré. Ils ont regardé faire. Oui. Et personne n'a aidé. Personne. J'ai heurté le sol et je me suis évanoui. La dernière chose que j'ai entendue, c'est sa mère qui disait quelque chose sur le fait que je gâchais l'ambiance. Je ne pouvais plus respirer. J'ai eu envie de brûler le monde entier à ce moment-là. Au lieu de ça, j'ai tenu sa main et je lui ai dit la vérité. Ils ne sont pas ta famille, Olivia. Ils ne l'ont jamais été. Mais moi, je le suis et je ne vais nulle part. Cette nuit-là, j'ai parlé à mon amie avocate Jenna. Elle m'a dit qu'Olivia pouvait porter plainte au pénal et au civil. Nous pouvions poursuivre Jason pour violence domestique, tentative de nuire à un enfant à naître et même mise en danger d'autrui. Et nous pouvions obtenir immédiatement une ordonnance restrictive pour le tenir lui et sa famille à l'écart d'elle et du bébé. Mais Olivia a hésité. « J'ai peur », a-t-elle murmuré. « Et s'il essaie de me la prendre ? Et s'il gagne ?»« Il ne gagnera pas, ai-je promis. Pas cette fois, pas avec moi à tes côtés. » Le lendemain matin, nous avons demandé une ordonnance de protection d'urgence. L'hôpital nous a soutenus, ainsi que la police. Après avoir examiné les déclarations de l'infirmière et l'état d'Olivia, ils ont émis un mandat d'arrêt contre Jason. Mais ce n'était pas fini. La famille de Jason a engagé un avocat et a publié une déclaration à la police disant qu'Olivia avait des antécédents de crise de syncope, qu'elle était devenue émotive et qu'elle était tombée. Ils ont prétendu qu'il n'y avait pas eu de coup de pied, pas de violence, juste un malentendu tragique. Ils ont essayé de faire passer ça pour une crise hormonale. J'étais furieuse. Ils essayaient d'enterrer la vérité sous de la paperasse et des mensonges bien rodés. J'ai appelé Jenna et j'ai dit « Rendons ça public ». En 48 heures, nous avons tout rassemblé. Les rapports médicaux, montrant un traumatisme à l'abdomen d'Olivia, incompatible avec une chute des images de vidéosurveillance de la sonnette d'un voisin, montrant Olivia se faisant aider à monter dans la voiture, visiblement meurtrie et incapable de marcher, et des témoignages par message privé d'invités de la fête qui disaient avoir trop peur pour parler. Mais oui, c'était bien Jason. J'ai fait un geste calculé. J'ai publié une lettre ouverte sur mon réseau LinkedIn, une dénonciation formulée avec soin, mais directe, sur la violence domestique, les dynamiques de pouvoir et la protection des femmes réduites au silence par des familles riches et influentes. Je n'ai pas cité de nom, mais les gens de notre milieu des affaires ont lu entre les lignes. Cela s'est répandu comme une traînée de poudre. Des journalistes ont commencé à nous contacter. La famille de Jason n'était soudainement plus si arrogante. Leur équipe de relations publiques a tenté de renverser la situation. Ils ont prétendu qu'Olivia était mentalement instable, qu'elle avait tout inventé pour ruiner la réputation de Jason. Mais ils n'avaient pas réalisé que j'avais de l'argent, du temps et de la fureur. Je n'étais pas seulement sa sœur, j'étais son épée. Quand Jason a finalement été arrêté, cela a fait les nouvelles locales. Mais le moment qui a tout changé, c'est quand j'ai visité la chambre de l'unité de soins intensifs néonatales avec Olivia. Le bébé, une petite fille nommée Amelia, était minuscule, si délicate. Mais elle a serré le doigt d'Olivia avec une force surprenante. Jason n'avait même jamais demandé à la voir. Quand Olivia a tenu Amelia contre sa poitrine et a murmuré « Je suis désolé de t'avoir laissé être blessée avant même que tu n'ouvres les yeux », j'ai su qu'elle avait franchi un seuil invisible. Elle n'allait plus avoir peur. Pendant ce temps,
La famille de Jason a tenté de réclamer la garde, affirmant qu'Olivia était inapte, qu'ils étaient de meilleurs tuteurs. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai engagé un détective privé. Ce que nous avons trouvé a détruit tout leur dossier. L'oncle de Jason avait 2 plaintes pour violence domestique, classées sans suite. La mère de Jason avait un jour forcé une femme de ménage à signer un accord de non-divulgation après une altercation. Et Jason, il avait un casier judiciaire de mineur qui avait commodément disparu, agression, vol, menace, envers une ancienne petite amie. Nous avons présenté tout cela au tribunal. Jenna les a mis en pièces lors des dépositions. Le juge a ordonné une ordonnance de non-contact complète. La garde est restée à Olivia. Jason s'est vu refuser la libération sous caution en attendant le procès. Mais Olivia n'était plus la même personne. Elle avait changé. Elle ne se remettait pas seulement. Elle se reconstruisait. Un soir, elle m'a demandé tranquillement « Regrettes-tu parfois d'avoir renoncé à ton contrat ?» J'ai souri même si mes yeux me piquaient. « Non. Je peux conclure un autre contrat de 36 millions de dollars. Mais je ne peux pas refaire une autre toi. » Elle a pleuré, alors non pas à cause de la douleur, mais parce qu'elle a finalement cru que quelqu'un l'avait choisie. Et je l'avais fait. Chaque jour, je la choisirais. Mais juste au moment où nous pensions que la tempête était passée, le document final est arrivé. La famille de Jason avait déposé une contre-poursuite diffamation. Ils réclamaient des millions. J'étais sur le point de répondre par des moyens légaux, jusqu'à ce que je trouve quelque chose dans le tiroir d'Olivia qui a tout changé. Une clé USB marquée d'un seul mot, « Sauvegarde ». Et ce qu'il y avait dessus, je ne l'oublierai jamais. J'ai trouvé la clé USB par accident. Elle était cachée derrière les documents de maternité d'Olivia, dans un dossier zippé qu'elle n'avait pas ouvert depuis avant l'hôpital. J'ai failli ne pas la remarquer, mais ce seul mot dessus, « Sauvegarde », m'a noué l'estomac. Je l'ai branché sur mon ordinateur portable plus tard cette nuit-là seul, dans le salon les doigts froids d'anticipation. Et ce que j'ai vu, mes mains tremblaient. C'était un dossier caché de vidéos. Olivia avait secrètement enregistré plusieurs moments chez eux, des images floues et de mauvaise qualité de son téléphone, et d'une caméra USB bon marché qu'elle avait cachée sur une étagère de la chambre du bébé. Le son n'était pas parfait, mais le contenu, c'était terrifiant. Jason lui criant dessus, l'insultant avec des noms que je ne peux pas répéter, lui disant qu'elle ne valait rien, qu'elle était inutile, un fardeau. Une vidéo le montrait, la poussant violemment. Dans une autre, il tenait son téléphone en l'air et hurlait « Si tu dis quoi que ce soit, à qui que ce soit, tu perdras tout. Je m'assurerai qu'ils te prennent l'enfant. Tu seras à la rue. » Et la pire, datait de 10 jours avant l'agression. La voix de Jason était calme au début, la menaçant de ce ton inquiétant que les agresseurs utilisent souvent avant de craquer. Puis ça a changé. Elle a répondu quelque chose probablement trop doucement pour être capté par la caméra, et il s'est jeté sur elle. Elle a crié. Le son de ses pleurs recroquevillés s'excusant auprès de lui. Ça m'a brisé. Ce n'était pas seulement des disputes. C'étaient des preuves légales de manipulation, de torture émotionnelle et de violence physique. J'ai immédiatement tout transmis à Jenna. Le lendemain matin, elle les avait soumises au tribunal. Le procès en diffamation que la famille de Jason avait intenté contre Olivia, il a été rejeté en quelques heures, mais la juge ne s'est pas arrêtée là. Elle a ordonné un examen d'urgence de l'affaire pénale, désormais assortie de chefs d'accusation supplémentaires pour violences aggravées, abus prémédités et mise en danger d'enfants. Le petit empire suffisant de Jason s'est fissuré. Sa famille a de nouveau tenté de faire marche arrière, affirmant qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient aussi victimes de la tromperie de Jason. Mais il était trop tard.
Une des vidéos avait même surpris sa mère disant à Olivia d'arrêter de se comporter comme une petite fille mélodramatique quand Olivia avait dit qu'elle avait peur de lui. Le tribunal ne se contentait plus de croire Olivia. Il savait. Nous avions également découvert que la famille de Jason avait discrètement transféré d'importantes sommes d'argent entre des comptes dans les jours qui ont suivi l'incident à l'hôpital, probablement pour tenter de protéger leurs actifs ou de cacher des fonds. Mais j'avais engagé des experts comptables judiciaires. Chaque centime a été tracé. Le jour du procès pénal. Olivia se tenait à mes côtés, tenant Amelia dans ses bras, calme, posée et prête. Elle a témoigné chaque mot clair, chaque souvenir douloureux, mais elle n'a pas vacillé. Quand on lui a demandé depuis combien de temps elle craignait pour sa vie, elle n'a pas scié. Chaque jour de ce mariage, a-t-elle dit. Le silence s'est fait dans la salle d'audience. Jason était assis là dans une chemise repassée et avec une fausse expression essayant de paraître innocent, mais le jury a vu clair dans son jeu. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation condamnés à 15 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant les 10 premières années. La juge a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce tribunal constate un schéma de violence rendu possible non seulement par l'accusé, mais aussi par sa famille. Les preuves présentées ont montré un effort coordonné pour réduire au silence une victime, ce qui ne sera pas toléré. La famille de Jason a fait face à des sanctions civiles distinctes pour intimidation de témoins et parjure. Sa mère a perdu la garde de sa nièce adoptive après que les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête. Le nom de leur famille, autrefois impeccable, était désormais un poison pour les gros titres. Et Olivia, elle a recommencé à respirer. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Les cicatrices étaient profondes. Elle avait du mal à dormir, à faire confiance, à supporter les moments de calme. Mais elle a suivi une thérapie. Elle a rejoint un groupe de soutien. Elle a emménagé avec moi pendant un certain temps et nous avons construit un foyer non pas fait de luxe, mais d'amour et de sécurité. Un soir, quelques mois après le procès, elle est entrée dans mon bureau à domicile, avec Amelia endormie sur son épaule. Elle a dit doucement « Tu m'as sauvé, tu as tout abandonné pour moi. » J'ai souri. « Je n'ai rien abandonné. Je vous ai choisi toi et elle, et je le referai. » À chaque fois, elle a ri doucement les larmes aux yeux. « Je ne te méritais pas. »« C'est lui que tu ne méritais pas, » ai-je corrigé. « Mais tu m'as toujours mérité. » Finalement, j'ai conclu ce contrat de 36 millions de dollars. Pas le même, mais un autre. Parce que le succès pour moi n'a jamais été une question d'argent. C'était d'avoir assez de pouvoir pour protéger les gens que j'aime quand le monde leur tourne le dos. J'ai perdu quelques contacts professionnels en cours de route. La famille de Jason avait des relations là où je ne l'imaginais pas. Certains partenariats se sont dissous. Certains investisseurs se sont retirés. Mais je m'en fichais parce que j'ai vu Amelia faire ses premiers pas dans mon salon. J'ai vu Olivia rire à nouveau sans peur. J'ai vu une femme reconstruire son âme à partir de ses cendres. Et chaque fois que je les regarde maintenant en sécurité et libre, je suis hanté, non pas par le passé, mais par la pensée de ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas répondu à cet appel. Si j'avais choisi un contrat plutôt que ma sœur. C'est ça qui reste avec moi. C'est pourquoi je n'arrêterai jamais de me battre. Parce que personne d'autre n'était là pour elle. Alors moi, si.